que ce soit l'ADEME ou la région, il peut démarrer l'étude. Il n'y a pas besoin d'un accord, il reçoit un mail automatique qui tombe directement au moment où il appuie sur envoyer. À partir de là, nous, la région et l'ADEME, on fait notre tambouille interne, hein, on fait valider, on délivre le budget et l'étude se fait. Dès que le bureau d'études dit voilà, j'ai terminé l'étude, il nous l'envoie au porteur de projet. Le porteur de projet, la mission chaleur renouvelable, la région et l'ADEME regardent l'étude. Et au moment où on se dit bon bah elle est convenable, elle correspond au cahier des charges, on fait une restitution le plus rapidement possible. On rassemble tout le monde, toutes les parties prenantes. Il y a une restitution d'1 heure ou 2 qui se fait sur l'étude. Ensuite, on débat sur l'éligibilité de l'installation, sa pertinence et les fonds qui peuvent être apportés. Dès que notre porteur de projet est satisfait parce qu'il connaît les aides qui peuvent être apportées, il sait que c'est éligible aux conditions d'éligibilité et de financement et que ça peut être fait rapidement, Frédéric continue à accompagner le porteur de projet. Désolé, je te prends un exemple depuis tout à l'heure, en trouvant un installateur, encore une fois agrégé, donc ça peut être Calisol, ça peut être encore une fois RGE, enfin c'est encore une fois un schéma qui est ciblé. Et donc, il trouve un installateur. L'installateur, donc à ce moment-là, dès qu'il a trouvé l'installateur lui fait un devis. Et là, Frédéric aide le porteur à déposer une demande auprès de l'ADEME et de la région en y intégrant le devis et en y intégrant la qualification de l'installateur. À partir de là, il reçoit un mail automatique qui lui dit « Vous pouvez commencer les travaux ». Nous, on fait notre tambouille interne avec la région et l'ADEME. Et à partir de là, les travaux peuvent commencer. Donc ce qu'on fait, c'est imaginons si on a une subvention de 50% sur les coûts d'investissement qui comprennent tout, qui comprennent l'AMO, qui comprennent l'ingénierie, qui comprennent l'installation, la mise en service dynamique. On finance 20% déjà d'avance pour accompagner le porteur de projet à investir un petit peu quand même. À la mise en service de l'installation, donc dès que le comptage démarre, on donne 60% de plus, donc on a 80% de la subvention, ADEME comme région. Et ensuite, on attend une année de relevé des performances de l'installation. Et à la fin de cette année, on regarde si les performances sont au rendez-vous, qu'elles sont proches de ce que le bureau d'études avait dit initialement. Et là, on délivre la fin de la subvention 20%. Et là, c'est terminé. D'accord. Voilà. Donc là, on a tout l'ensemble du chemin parcouru avec vous, en fait. Et Frédéric. Exactement. Et est-ce qu'il y a des Frédéric dans tous les départements de la région? Il y a des Frédéric dans tous les départements. Ouais. Super disponible, super compétent, ça je tiens à le dire. D'accord, je profite type. Donc, si vous voulez, là où je veux vraiment mettre le point, c'est que on montre du doigt les difficultés de conditions de l'éligibilité de financement de l'ADEME. Donc elles sont là, elles sont réfléchies aussi avec l'ensemble des partenaires, NRPlan et l'État. Elles sont, je l'admets, quand même assez conséquentes, mais on met en place justement cet appui mission chaleur renouvelable pour aider à la constitution des dossiers et pour ne rien oublier, et pour que les projets ne soient jamais retoqués. Moi, à chaque fois que je reçois un dossier, franchement, il est super complet quand les porteurs de projets sont passés par les missions chaleur renouvelable. Et ça se passe super bien, ça va très rapidement. D'ailleurs, on conseille vraiment de passer par, encore une fois, la mission chaleur renouvelable parce que grâce à ça, l'instruction se fait super rapidement parce qu'on a déjà un checking en fait, qui a été fait en amont. Donc, voilà, en tout cas, moi, sur les dossiers, ça se passe très bien. Et donc, pour vous parler un peu d'un point de vue temporel, voilà, l'étude de faisabilité, habituellement, elle doit mettre 2-3 mois à se faire. Ensuite, le temps de la valider, tout ça, le temps de retrouver 2 heures en commun, ça met 2 semaines pour faire la restitution. Ensuite, dès lors où la restitution est faite, souvent l'installateur a déjà été identifié et donc le dépôt se fait au bout d'une semaine ou 2. Et par contre, voilà, les travaux, ça peut mettre 6 mois, 1 an, parfois beaucoup moins. Mais bon, dépendant de beaucoup d'autres choses, les travaux, voilà, effectivement. Qui sont externes à l'instruction. Mais voilà, en tout cas, au niveau instruction à l'ADEME, nous, l'étude, on met entre 2 et 3 semaines et l'investissement, en fonction de la qualité du dossier, on peut mettre 1 semaine comme 1 mois. Écoutez, tout ça me semble bien huilé, ma foi. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Adrien. On peut applaudir Adrien, je pense. On enchaîne, on parlait après la note de Frédéric. Oui, Frédéric. Alors, le micro, alors attendez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous amener le micro ou pas? Je vais le faire. Non? Ah bah si. Hop. La régie s'occupe de tout, ils sont vraiment formidables. Merci beaucoup. Attention de ne pas bousiller le portable. Frédéric Cherrier, donc mission chaleur renouvelable. Juste pour apporter une précision à ce qu'a dit Adrien, notre travail ne s'arrête pas quand le dépôt de subvention est fait et que le chantier est lancé, puisqu'en fait on va suivre pendant 3 ans
le fonctionnement de l'installation pour être sûr que ce qu'on avait calculé lors de l'étude d'opportunité ou lors de l'étude de faisabilité est bien respecté. Donc en fait, on a la phase amont et ensuite on a la phase après travaux où on va suivre pendant les 3 ans qui suivent. 3 ans, c'est beaucoup, c'est bien. Oui. Il y a un suivi. Ce qui permet d'avoir des installations vraiment de qualité. Parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, après le travail... oui, pardon, alors on y va, alors, oui. Oh là là, ouais. Merci beaucoup, messieurs. Ouais, allez-y, c'est bon. Du coup, en question, c'est à partir sur ce suivi de 3 ans, qu'est-ce que vous apportez? Quelles peuvent être les actions qui sont menées sur ce suivi de 3 ans? Ah ouais. Alors du coup, vous pourriez faire un duo tous les deux, rester debout. Donc en fait, sur le suivi de 3 ans, on va déjà avoir posé les compteurs d'énergie, enfin avoir imposé qu'il y ait des compteurs d'énergie sur le chantier pour être vraiment sûr du calcul qui a été fait pour pouvoir le vérifier. Et ensuite, on va regarder l'ensemble de l'installation. Déjà en amont, on aura validé avec le porteur de projet le matériel qui sera mis en place, qui soit de bonne facture, on va dire. Au bout de 3 ans, s'il y a du matériel vraiment exotique qui a été posé, ça se voit de suite. Donc on peut alarmer aussi le porteur de projet en lui disant attention, vous avez une garantie de l'installateur, là ce qu'il vous a posé, c'est plus conforme, quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire un rapport pour une collectivité au bout de 2 ans. Bon, déjà, les compteurs d'énergie, ils n'y étaient pas, donc on ne pouvait faire aucun calcul. Et puis derrière, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de malfaçons, il y avait des oublis. Il y avait des choses qui n'étaient pas conformes, mais par contre qui avaient été facturées. Donc moi, j'ai fait un rapport complet à la collectivité en lui disant, maintenant, vous retournez sur l'installateur avec tel produit. Donc on est vraiment là pour amener un projet, mais aussi pour suivre le projet, que ça ne fasse pas des contre-références. Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes ces précisions. C'est bon, parfait. Alors du coup, on va enchaîner après le travail de Frédéric. Vous parliez des bureaux d'études. Bernard Glomont, vous êtes ingénieur au bureau d'études Texol. Et le rôle justement d'un bureau d'études dans l'accompagnement des projets solaires thermiques, avec les différentes étapes qui jalonnent le projet. Alors, on a un petit peu parlé déjà d'études de faisabilité. Et certainement, alors regardez, la ZAPET, normalement, si on avance... Voilà. C'est à vous, Bernard Glomont. Oui, merci Jean-Louis. Je vous en prie. Donc, rebonjour pour les personnes que je n'ai pas encore vues. Alors le rôle du bureau d'études, de manière générale, donc c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre d'installations solaires thermiques, que ce soit de petite taille ou de grande taille, mais principalement donc pour les installations collectives. Alors on va voir les grandes étapes d'une opération solaire thermique. La première, évidemment, on les voit là, donc identifier le potentiel solaire thermique d'un site. Excusez-moi, il y a un petit Larsen. Oui, Ouais. On y travaille, ok. On y travaille. Bon, le potentiel, alors ça, finalement, c'est un travail qui peut déjà être fait par les agences de l'énergie, comme Frédéric Cherrier. C'est de recenser, d'identifier les sites et d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour leur dire votre installation, enfin, votre site est propice à la mise en place d'une installation solaire thermique. Ensuite, si c'est le cas, on passe à l'étude de faisabilité. Ensuite, le projet, le suivi des travaux et bien entendu le suivi des installations. Une part très importante, et bon, ce matin on parlait de contre-référence, souvent ce sont des installations collectives. Bon, en individuel, il y en a eu aussi des contre-références, mais les plus marquantes sont en collective. Des installations qui ont été mises en place, qui ont marché au plus 1 an, qui ne sont pas suivies, alors que des fois il y a des petits défauts à corriger, et c'est un point très important sur lequel nous on insiste fortement. Donc le potentiel solaire thermique, bon là je vais aller assez vite là-dessus. Bien évidemment, c'est destiné aux maîtres d'ouvrage qui ont des consommations d'eau chaude sanitaire importantes, régulières toute l'année. A contrario, bon, par exemple, quand on évoque des campings, un camping peut être ouvert simplement en période estive, enfin, je dirais d'avril à octobre, mais il va être propice à des installations solaires thermiques, tout simplement parce que les besoins sont importants au moment où l'ensoleillement est aussi le plus favorable. Donc il faut bien regarder
comment dirais-je, les sujets qui peuvent être étudiés. Donc après tout ce qui est établissement de santé, le tourisme et le logement évidemment collectif. Alors ça, je parle pour les installations collectives classiques et dans le cadre du fonds chaleur. Après, évidemment, il y a les grandes installations, les installations de grande taille qui ont été évoquées ce matin, évidemment, de plus en plus maintenant sur les réseaux de chaleur existants ou à créer dans les villes ou les quartiers. Donc, première chose que l'on regarde, c'est place disponible pour installer les capteurs, et toujours le LERCEN, place disponible pour mettre en place le stockage solaire. Et donc ça, une fois de plus, c'est un travail qui peut être fait en amont par une agence locale de l'énergie. Et donc si c'est OK, si on identifie ces besoins-là, on engage une étude de faisabilité. Le rôle du bureau d'études aussi, c'est de contacter l'ADEME, enfin d'aider le client, d'accompagner le maître d'ouvrage vis-à-vis de l'ADEME pour monter son dossier de subvention déjà sur les aides sur la faisabilité. L'étude de faisabilité, en fait, il suit le cahier. L'ADEME a plusieurs cahiers des charges, dont un destiné aux installations solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Je vais aller très rapidement. Donc, évidemment, c'est description des équipements existants, définition des besoins en eau chaude sanitaire, un point très important. On parlait ce matin des contre-références d'absence de compteurs qui n'auraient pas été posés pour connaître exactement les besoins d'un bâtiment. Donc, sur tout bâtiment existant, évidemment, il faut déjà connaître les consommations existantes. Sinon, sur des projets neufs, évidemment, on part sur des ratios cohérents par rapport au type d'utilisation. Ensuite, dimensionnement de l'installation solaire en regard de ses besoins, implantation des matériels, principe de l'installation, le suivi prévisionnel des installations, le bilan économique, l'investissement, les aides possibles de l'ADEME, de la région, etc. Et aussi de rentrer de suite les coûts d'exploitation qui ne sont pas forcément négligeables. Et ensuite, les conclusions de l'étude en regard de tous ces éléments. Et à l'issue de cette étude, le maître d'ouvrage doit pouvoir dire j'y vais pas sur le solaire, sur mon installation solaire thermique. Ensuite, on passe donc à la phase projet. Donc là, c'est une phase classique pour tous travaux quel que soit le lot concerné, donc avec un CCTP qui a des clauses techniques particulières, plan, décomposition du prix global et forfaitaire, ça c'est pour préciser exactement les prix. La décomposition des prix permet aussi à l'ADEME d'identifier vraiment les montants éligibles de l'installation, de bien regarder qu'on ne va pas vendre une chaudière dans le cadre du solaire, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être le plus détaillé possible. Donc, ce que l'on met aussi, c'est avec au minimum la présentation du calcul de dimensionnement solaire, dont le résultat est l'obtention d'une production solaire théorique annuelle minimale à atteindre et non pas une surface de capteur à installer. Puisqu'à une époque, on disait je vais mettre 50 mètres carrés de capteurs. Si vous passiez, vous regardez la liste des capteurs, notamment qui ont des avis techniques, vous avez des coefficients de performance. Et bien, suivant les fabricants, ces coefficients, pour vous dire une chose, avec un coefficient moyen, je suis à 30 mètres carrés. Avec des capteurs avec des meilleurs coefficients, je peux me contenter, par exemple, de 25, 26 mètres carrés. Et avec d'autres, il va falloir faire 34 mètres carrés, par exemple, pour la production solaire théorique recherchée. Et c'est aussi pour offrir une concurrence loyale, je dirais, entre les différents fabricants de capteurs pour pouvoir répondre, à la consultation. Donc ces éléments, parce que souvent ça manque dans ces CTP, je me répète, on dit ouais, je vais mettre 50 mètres carrés de capteurs, mais suivant, et je ne parle même pas de la technologie des capteurs, plan sous vide, etc., il peut y avoir des écarts importants au niveau de la production résiduelle à la fin. Donc le descriptif complet des installations avec la régulation des systèmes, et enfin les systèmes de mesure de performance. On garde bien le micro devant la bouche, c'est pour la diffusion. Voilà. Très bien. Quand on s'éloigne un peu, on vous perd sur YouTube, Bernard Glomont. Oui. C'est dommage. Bon, je vais rester bien fixe. Voilà, restez bien concentré, le micro devant la bouche. Oui. Merci. Donc les schémas, alors je poursuis sur la phase projet avec le CCTP. Il y a les schémas, bien entendu, principes précis. L'ADEME regarde, par exemple, dans le cadre de ses contrôles, si on correspond avec un schéma type Socol. Vous allez sur le site Socol, la Solaire Collectif, et vous avez toute une gamme de schémas reconnus, éprouvés, qui sont à suivre. Et bon, si vous sortez des clous par rapport à ça, l'ADEME peut très bien dire, écoutez, là, expliquez-moi pourquoi vous faites ce système-là et pas un autre, etc.
le DPGF, l'élaboration d'un contrat de contrôle de bon fonctionnement ou de garantie de résultats solaires. On en a parlé un peu ce matin, la limite de la garantie de résultats solaires, notamment au niveau administratif, mais je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre par d'autres moyens d'intéressement, de bonus sur des productions solaires. Et donc, c'est pour vous dire, ça, c'est pour impliquer l'ensemble des participants, le maître d'ouvrage, le bureau d'études, le fabricant de capteurs, l'installateur et par la suite l'exploitant de l'installation. Hein, puisque on parlait des contre-références ce matin. Bon, moi, j'insiste souvent là quand on me dit depuis des années, oui, mais je veux plus entendre parler de solaire, ça ne marche pas, c'est plein de contre-références. Je dis oui, mais regardez quand on fait nous. Là, ces dernières années, mon activité solaire thermique, ça a été essentiellement audit. Et on tombe sur des choses complètement aberrantes, souvent, comme disait Céline Vacher ce matin, pour des labels ou des raisons comme ça. Et donc, voilà, il ne faut pas arriver à ça. Donc, il faut être le plus précis possible et prévoir la suite de l'installation. Ensuite, phase d'analyse des offres classique, contrôle de la conformité au CCTP, analyse objective du dimensionnement selon les capteurs retenus par l'entreprise. Et donc là, on reprend, on dit l'entreprise Martin répond avec les capteurs Durand. Et ben on vérifie que on reprend un calcul, que ça soit solo, transol, enfin une méthode de dimensionnement solaire reconnue par l'ADEME. Et on vérifie qu'on est dans les clous par rapport à l'énergie solaire utile demandée dans le cahier des charges. Et analyse des montants, bien entendu, pour je dirais, la rentabilité du projet et la concurrence des entreprises. Donc, une fois qu'on a choisi l'entreprise, on passe à la phase travaux avec les contrôles classiques, visa des matériels, plan d'exécution, visite de contrôle, phase de réception et commissionnement. Donc, je vais insister peut-être un peu plus là sur le commissionnement et la fameuse mise en service dynamique mise en place par l'ADEME, Socol, etc. depuis quelques années. C'est que ce n'est pas le tout de dire j'ai une installation solaire, bon ok, mes capteurs sont en place, les réseaux sont présents, etc. Il faut consigner pour moi tous les réglages de régulation. Qu'est-ce qui a été rentré? Et souvent, j'ai vu des installations, le régulateur était posé avec les réglages d'usine, ni plus ni moins. On plafonnait par exemple des températures de ballon à 60 degrés, alors que côté solaire, on a des ballons prévus pour monter au-delà, et donc bénéficier de la chaleur solaire au-delà de la consigne entre guillemets convenue de référence de 60 degrés. Donc on pénalisait des installations solaires. Donc la mise en service dynamique prend en compte justement tous ces réglages et on constate dès le démarrage de l'installation, on fait les premières mesures de température, sortie capteur, échangeur, etc. Et de regarder si on est conforme au bon fonctionnement de l'installation. Et ensuite, pour avoir une réception finale, en général, alors déjà on met entre guillemets 3 à 6 mois de contrôle dynamique. Et si je ne me trompe pas, le solde des subventions de l'ADEME est 1 an après la réception. Ce qui a été dit absolument par Adrien Wasilewski. Voilà. Ouais. Donc, alors, le solde, j'ai connu une époque où c'était 80%, 20%. Des promoteurs immobiliers qui repassaient après le bâtiment à des bailleurs sociaux. Plus ou moins, s'il n'y avait pas de suivi, tant pis, on se passe des 20%. Et il ne faut pas arriver à ça, justement. Si on pouvait inverser presque le ratio. Après, évidemment, les entreprises, tout le monde veut être payé. Pardon ? Adrien ? C'est très difficile. Mais je crois que le point essentiel, c'est déjà de vérifier, quoi qu'il arrive, qu'il y a un système de suivi pertinent des installations. Parce que nous, là, quand je parle de cadre d'audit, on voit, il y a les compteurs d'énergie qui peuvent être en place et on voit clairement qu'on n'a pas produit. Le problème, justement, pas le problème, mais vous savez, le solaire, par exemple, quand on parle d'eau chaude sanitaire, il y a toujours un appoint qui est derrière. Les gens ont de l'eau chaude, donc avant qu'ils se préoccupent de savoir si c'est vraiment le solaire qui produit correctement l'eau chaude, il peut y avoir un laps de temps important qui se passe et en regard de ça, une dégradation des installations, par exemple en cas de phénomène de surchauffe. D'où le suivi. D'où le suivi des performances solaires. Alors là-dessus, vous avez simplement des petits graphes pour vous dire je ne sais pas s'il y a l'INES aussi dans la salle. Texol fait du suivi solaire thermique depuis de nombreuses années.
Et bon, justement, le but de ce suivi, c'est de détecter au plus tôt les anomalies et de corriger éventuellement les défauts initiaux qu'il peut y avoir. Imaginons, on est sur une installation un petit peu particulière, je dirais, où les consommations attendues, je parle sur du neuf, ne correspondent pas à ce qui est dans la réalité. Moi, je pense à des résidences de logement où on dit un T3, c'est 2-3 personnes, et puis à l'arrivée, il n'y a qu'une personne. Et bon, vous avez un déficit, entre guillemets, de 50 à 60% sur les consommations d'eau chaude. Forcément, la production solaire est impactée. Pas parce qu'elle ne marche pas, mais parce qu'on sous-consomme. Donc, je dirais tant mieux la sous-consommation. En revanche, pour la partie production solaire, il faut bien suivre cela. Donc voilà. Merci beaucoup. Et on va rebondir d'ailleurs, vous parlez de suivi, Bernard Glomand. Pierre Chalumeau de l'entreprise Solaire Pro a fait de la visualisation des dérives son domaine de prédilection, à tel point que son mantra est « on ne gère bien que ce que l'on mesure ». Alors tout d'abord, bonjour. Je vous laisse vous présenter, Pierre Chalumeau. Allô? Oui, ça marche, on vous entend. Ça va venir, ça va venir. Ouais. Oui, bonjour. En fait, ce qui est intéressant là, dans la présentation que je vais faire, tout d'abord, je suis en entreprise artisanale. Je travaille certainement avec au moins 2 autres artisans. Et j'ai en fait, aujourd'hui, je travaille uniquement sur l'entretien et la rénovation des installations en trop de saisie. Il y en a à peu près 450. Et j'en ai une douzaine en installation collective. Alors, ce sont des installations en fait qui passent certainement sous les radars, parce qu'on a parlé ce matin beaucoup des grandes installations. Là, ce sont des installations entre 10 mètres carrés et 40 mètres carrés. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Il faut imaginer, par exemple, une voiture sans connaître sa jauge d'essence. En fait, c'est un peu ça parfois avec le système solaire. Donc, ce qui est important aujourd'hui pour un installateur, un exploitant, en fait, c'est que vous avez toujours une production d'eau chaude sanitaire, parce qu'en fait, vous avez une notion de service, mais finalement, le solaire peut être en dérive, et petit à petit, finalement, ça va être l'appoint qui va faire toute l'eau chaude. Donc, il faut absolument, avant d'en arriver là, d'avoir vraiment la main sur l'installation. Alors, comment faire? Alors, justement, c'est là où on devrait avoir des mesures en continu. Alors, il est intéressant, justement, aujourd'hui, grâce à la technologie, on va pouvoir peut-être, certainement, pour visualiser en fait les dérives, il faudrait tout d'abord connaître quels sont les points clés à surveiller. Alors, donc, ici, on est entre connaisseurs. Donc, ça peut être sur les températures aller-retour du circuit solaire. Ça peut être sur le débit aussi du circuit solaire. Ça peut être sur, si possible aussi, pourquoi pas la pression, productivité solaire. Dans le système Texel aussi, ce qui est intéressant, Texel One, on en verra tout à l'heure, c'est avoir aussi en plus l'ensoleillement qui permet de vérifier s'il n'y a pas de dissonance entre la productivité et l'ensoleillement quotidien. Donc tous ces points clés, ces valeurs, il faut déjà en fait les connaître. Donc il faut absolument déjà avoir une technicité dans ce domaine. Alors là, j'étais peut-être un peu provocateur. On ne sait pas exactement dans le domaine du solaire collectif combien d'installations sont suivies à distance, mais je pense beaucoup à toutes ces petites installations, jusqu'aux installations en camping, une installation de 15 mètres carrés, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. C'est vrai que dans ce cas-là, moi je remarque qu'il y en a très peu qui sont suivis. Alors sur les grosses installations, bien sûr, où il y a donc le suivi à distance, là il n'y a aucun problème, mais je pense que là il y a une belle plage de progression pour les exploitants et pour les installateurs. Alors le duo gagnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, on a parlé beaucoup du suivi, comme tu l'as expliqué. C'est vrai, il ne suffit pas en fait d'avoir de l'instrumentation. Il faut quand même derrière du matériel humain qui puisse quand même voir ce qui se passe. Et surtout, ce que j'ai souvent entendu, c'est vrai, dans le suivi, derrière, il faut absolument intervenir assez rapidement. Donc, le duo gagnant, suivi-exploitation, je préfère d'ailleurs dire exploitation plutôt que maintenance, puisqu'on arrive presque maintenant sur une maintenance curative, c'est-à-dire que s'il y a un défaut, on y va. Et c'est vrai que ça va permettre d'augmenter la productivité solaire, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, très souvent, si on ne suit pas, finalement l'installation va s'arrêter plusieurs mois, et finalement ça va être le propriétaire, le maître d'ouvrage qui va vous l'indiquer. Donc là, ça va augmenter la productivité solaire. Alors, de combien? De combien? Je pose la question. Alors, pareil, c'est une évaluation, je ne sais pas, peut-être 10, 15%, ça dépendra, mais c'est sûr que... Oui, voilà, pourquoi pas. Et ensuite, alors c'est vrai que pour l'exploitant, c'est
important, comme tu le sais, c'est que finalement, si dès le départ, bon, sur quelques jours, moi je le vois sur mes installations, sous quelques jours, je vois que ça s'arrête, ben, on va y aller rapidement, ça va permettre d'être beaucoup plus efficace, en fait, dans justement l'entretien. Il y aura très peu de dégradation de l'installation. Et ensuite, au niveau du maître d'ouvrage, si vous lui présentez donc des bilans et en plus il a accès lui-même au suivi de l'installation, ça va vraiment renforcer cette confiance. Il saura pourquoi il paye. Alors, pour réagir un petit peu à tout ce qu'on a dit, c'est vrai que ça va permettre une plus grande réactivité en fait de l'exploitant. Et finalement, la productivité solaire va être augmentée dans ce cas-là. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de groupes de travail au sein de Socol, auxquels je participais et d'autres personnes, hein, justement sur les offres de suivi à distance. Ah tiens, il manque un petit carré là. Et donc, nous avons aujourd'hui 3 offres de suivi à distance. Alors, vous avez la première qui s'appelle option à minima. Qu'est-ce que ça veut dire? À minima, ça veut dire qu'avec une sonde de température, alors il faut bien la placer, hein, judicieusement. Même sur une installation de petits collectifs, on va arriver à la placer où il faut, de manière à ce que ça puisse prouver le bon fonctionnement. Alors, ce sera plutôt sur des petites installations. Ensuite, vous avez le suivi simplifié, qui est préconisé d'ailleurs par le Fonds Chaleur et par l'ADEME. À ce moment-là, on va compter donc l'énergie. On verra un peu plus loin comment on peut le faire, en fait. Ça, c'est un suivi simplifié. Et on peut aller encore un peu plus loin, le suivi détaillé, qui a finalement, vous avez toujours le comptage d'énergie, mais à côté, vous avez une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire que vous avez la vision, par exemple, de la régulation. Ça, on le verra aussi un peu plus loin. Alors, reprenons l'option à minima. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, vous avez énormément de produits qui sont dérivés de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets. En fait, ça permet en fait, d'utiliser d'autres réseaux qui ne sont pas la 4G, et ce sont des boîtiers en fait, qui n'utilisent pas le 220, en fait, qui sont uniquement sur pile, avec une antenne de quelques centimètres. On verra tout à l'heure les réseaux aussi. Et donc là, c'est très intéressant parce que vous pouvez l'utiliser aussi bien sur de la rénovation ou aussi bien, enfin, toujours sur des petites installations, mais enfin, c'est toujours un indicateur puisqu'en fait, ça coûte aujourd'hui peut-être dans les 200 € ces appareils. Vous voyez, ça vous fait remonter une température, 2 températures, et même certains peuvent actionner à distance un appareil. Le suivi simplifié. Alors c'est vrai, c'est un peu différent du photovoltaïque pour calculer le kilowattheure. Là, il nous faut absolument donc un compteur. Alors en général, il faut qu'il soit donc à impulsion. Et là, il ne faut pas se tromper, que ce soit 1 litre par impulsion, 10 litres par impulsion, 25 litres par impulsion, avoir 2 sondes de température, faire un delta T. Et là, par exemple, le 1,16, c'est sur de l'eau, en fait, c'est le pouvoir calorifique. Donc c'est un intégrateur. Qui va permettre de calculer, alors dans le cas, alors là c'est sur ma gauche, vous avez là l'énergie solaire utile qui peut être calculée à l'aide de ce compteur. Ça sera donc bien dans le suivi simplifié. Si vous êtes sur du CESCI ou du CESCAI, à ce moment-là, ça signifie, là vous avez un circuit primaire et ça va sur des ballons différents. À ce moment-là, vous pourrez calculer l'énergie solaire collectée. Ça peut être ça. Alors, le suivi détaillé. Là, vous avez un exemple, alors toujours bien sûr la production, mais là, c'est vraiment intéressant pour l'exploitant ou pour l'installateur, parce qu'en fait, au milieu, vous avez un diagramme de données, vous voyez. Mais en fait, vous avez l'aller-retour, par exemple, du circuit sous pression, ici. Vous avez ensuite le débit en vert, donc il y a bien circulation. Vous avez ensuite la marche arrêt, là, c'est les carrés. Et vous avez l'escalier qui prouve qu'il y a bien de l'énergie qui est produit. Et ce qui est important aussi, on peut même rajouter la pression. Donc finalement, en mettant des alarmes sur ce que vous voulez, vous pouvez rapidement savoir s'il y a une anomalie sur votre installation. Et vous avez le système en direct là, sur votre gauche, qui peut être visualisé pour voir le fonctionnement immédiat. Donc là, ça va rassurer vraiment l'installateur ou l'exploitant. C'est vraiment intéressant aujourd'hui grâce, justement, aux nouvelles technologies. Là, c'est par le système Vebus de Resol. Alors, oui, c'est bien joli, mais c'est vrai comment transmettre ces données. Alors, je parle sans accès Internet, parce qu'en fait, je m'adresse justement à ce qui est sous les radars. Par exemple, dans les campings, la Wi-Fi, il n'y en a pas partout. Ça ne marche pas. En fait, il faut trouver une autre solution. Quand vous êtes sur des petits collectifs en chaufferie, vous n'avez pas Internet collectif. Il faut se débrouiller. Si vous êtes sur un toit terrasse, pareil, sur un petit collectif, vous n'avez pas ça. Donc, à ce moment-là, il faut trouver une solution. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez bien qu'en fait, à peu de frais, en fait, on peut avoir un modem avec une petite antenne. En fait, ça tourne autour de 250 €. Il faut savoir qu'il faut rajouter une carte SIM
M2M, machine to machine, qui est à peu près à 6 € par mois selon le data. Voilà. Il faut savoir qu'en plus, si vous avez plusieurs bâtiments, vous avez un seul modem, donc une seule carte SIM, et vous avez les autres bâtiments que vous pouvez rejoindre en fait sur le modem. Donc là, c'est quand même intéressant pour l'exploitation. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi d'autres réseaux. Alors, des réseaux qui ne correspondent pas à notre téléphone en gigahertz, mais là en mégahertz. Ce sont des réseaux bas débit. Alors, vous avez peut-être entendu parler des réseaux Sigfox, LoRa. En fait, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Hein. D'ailleurs, c'est des startups de Toulouse, je crois, et de Lyon. Et ça permet en fait d'envoyer. Alors, c'est très sobre, puisqu'encore une fois, ce sont avec des piles comme alimentation, petite antenne. Et en fait, vous avez ce qui est très important, c'est que 90% de la France est couverte. Donc, ce qui fait qu'en règle générale, vous pouvez placer cet appareil. Si c'est en chaufferie, à ce moment-là, vous pouvez mettre un répéteur qui va permettre d'envoyer sur justement un serveur. Et ce serveur, après, pour nous installateurs, on ne va pas fabriquer donc, la plateforme. Donc cette plateforme, ça peut être Texol, ça peut être Synox, qui va permettre justement, nous, d'avoir des belles courbes, ou même, voilà, d'avoir des belles courbes sur nos ordinateurs. Alors, il faut savoir d'ailleurs que LoRa, le système LoRa, est un système ouvert et que si vous avez des bâtiments avec une multitude de compteurs, vous pouvez avoir un système privé, de réseau privé dans le bâtiment, par exemple 100 compteurs, et là, vous n'allez pas payer au compteur. Sinon, c'est presque 10 à 20 ou 30 € pièce. Et à ce moment-là, vous allez avoir une passerelle qui va passer donc du système LoRa vers la 4G. Ça, c'est déjà très employé hein, dans certains secteurs. Hein. Voilà. Donc ça, c'était important à le préciser. Alors aujourd'hui, vous avez... bon, moi, je me suis amusé un peu à voir un petit peu ce qui était dans le domaine aujourd'hui des appareils. Alors, il vaut mieux pas trop chercher parce que ça peut être très chronophage. Hein. Il vaut mieux suivre dans les plateformes dédiées qui sont aujourd'hui connues. Hein. Les plus connues, vous avez donc le télésuivi Ines. Vous avez Texol One. Texol. Je ne sais pas comment on l'appelle. Hein. C'est compréhensible. Hein. Voilà. Et vous avez Vébus de Resol. Alors, Resol, quand même, est très connu parce qu'en fait, 60% des régulations solaires sont fabriquées par Resol. Après, on change le nom, mais c'est du Resol. On en parlera un peu plus loin parce que là, c'est vraiment très pratique. Avec une passerelle qui coûte à peine 200 €, on a immédiatement le suivi détaillé. Et vous avez aussi, ce qui est très important, d'autres fabricants qui ont leurs propres applications, telles que Solisart et Eclor. Bon, la liste n'est pas exhaustive. On va accélérer un peu. Allez, on y va. Ouais. Il y a d'autres fabricants du génie climatique. Sensus, très important, Sensus quand même. Ils ont fabriqué donc un appareil sous LoRa pour envoyer la productivité. Testo, c'est connu. Ils ont aussi des petits appareils. Il faut savoir qu'il y a plein d'industriels qui fabriquent dans des objets de l'IoT, hein, comme Atim, BDS, AD Unis et Dataprint. Alors, j'avance. Là, uniquement pour vous montrer, justement, on parlait de la plateforme Texol. Là, uniquement une température avec en fond, vous avez l'ensoleillement. Donc, si vous avez bien la montée en température sur, par exemple, le retour, et qu'en même temps, il y a de l'ensoleillement, c'est bon. Ou alors, vous avez la température sur le ballon. S'il y a bien une montée en température, donc c'est bon. Ça correspond à l'ensoleillement. Ensuite, ici, c'est un exemple sur le télésuivi web. En vert, vous avez la productivité réelle. En bleu, c'est la productivité théorique. Et si vous allez sur télésuivi web, vous aurez de nombreux exemples. Mais ça, c'est très important, en fait. Ça permet de visualiser tout de suite la productivité. Alors, qu'est-ce que représentent les petits points noirs? En fait, ça, c'est l'énergie fossile complémentaire pour avoir la température demandée. Ici, vous avez la plateforme Vébus, toujours productivité. Et là, c'est un petit exemple. Vous voyez, là, il y a un problème. Vous le voyez. Sur la partie gauche, tout d'un coup, vous avez l'énergie. Là, après, c'est plat. Vous avez ensuite le débit qui s'arrête. Il doit y avoir un problème, là, justement, certainement de pression, c'est-à-dire il n'y a plus de circulation. Donc là, il faut que l'installateur, l'exploitant, intervienne. Pour finir là-dessus, il n'y a plus que 2 diapos. Pour finir là-dessus, justement, il faut quand même mettre en valeur, alors toutes ces procédures permettent de faire une mise en service dynamique. Alors je pense aussi bien en neuf qu'en rénovation, parce qu'en fait, pendant 6 mois, par exemple, là, vous allez pouvoir affiner les réglages. Et vous pourrez justement attendre, si c'est en neuf, que vraiment il y a un régime nominal, en fait, par exemple, au puisage. Ce qui fait qu'on pourra vraiment être sûr de pouvoir donner l'installation après à l'exploitant en bon état
et qu'on ait réalisé vraiment une mise en service dynamique correcte. Pour finir, en résumé, voilà, donc le suivi, c'est vrai, c'est une plus-value finalement pour augmenter la productivité solaire et ça va permettre d'intervenir rapidement. Alors ensuite, c'est vrai, aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, petite entreprise artisanale ou une entreprise moyenne, c'est vraiment, je pense, un conseil à donner. C'est-à-dire que dans tout contrat d'entretien, c'est en fait de l'associer immédiatement à un suivi à distance. Il n'y a pas à se poser de questions, à ne pas dire que c'est une option. Moi, je pense que déjà, on résoudrait le problème, parce que c'est vrai, quand on regarde le photovoltaïque, même avec 1 kilowatt crête, vous avez automatiquement l'application. Hein, voilà. C'est vrai que là-dessus, il y a encore du travail à faire. Et j'espère que Alors oui, c'est vrai, ne pas oublier que sur Socol, vous avez un PDF qui reprend d'ailleurs justement tout le suivi et en fait les trois fonctions disponibles sur le site Socol. Ok, voilà. Alors ce petit tour d'horizon vous montre quand même qu'il y a aujourd'hui vraiment une facilité, une diversité des offres du marché. Et si vraiment ça intéresse un peu plus certains, il faut savoir qu'à la fin du mois de juin, vous avez le salon de l'IoT à la porte de Versailles à Paris. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Pierre Chalumeau voilà, pour cette présentation très exhaustive et très précise. Merci beaucoup et très détaillée. On se rapproche du terrain à nouveau avec Nicolas Catin, chargé de mission grand public pour l'ALEC, qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole. Alors, les actions que vous menez concrètement pour soutenir le solaire thermique aujourd'hui, Nicolas? Oui, alors bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Donc, tu as un petit mot pour présenter l'ALEC. Hein. Donc, on a une structure associative, on a été créé il y a plus de 15 ans sur la métropole de Montpellier. On est une association donc reconnue d'intérêt général. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On aide les différents publics à connaître, maîtriser, suivre, économiser leur consommation d'eau et d'énergie. On accompagne aussi l'émergence des projets donc d'économie d'énergie, d'eau, énergie renouvelable bien sûr. Donc, c'est à ce titre aussi qu'on fait un petit focus là, sur le solaire thermique. Juste avant toute chose, on fait partie d'un réseau qui est à la fois local et national, que vous connaissez sans doute, alors peut-être sur différents noms. Juste nous, l'ALEC, hein, pour repréciser, donc on intervient sur les 31 communes de la métropole de Montpellier, donc avec quelques-uns les locaux de l'étape ici. Mais si on prend un peu de recul à l'échelle de l'Occitanie, on est donc dans ce réseau Rénov Occitanie. Il y a 31 guichets uniques de la rénovation. Donc une sorte d'entonnoir un petit peu, enfin le haut de l'entonnoir, une structure en fait qui permet d'entrer et les gens qui se posent des questions sur l'habitat, l'énergie, les aides financières, la rénovation, par où je commence, un chauffe-eau solaire, c'est quoi les aides, par où, combien ça coûte, c'est quoi l'intérêt, je suis tout seul, je suis 10 chez moi, est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas. Donc 31 structures à l'échelle de l'Occitanie et c'est le réseau France Rénov. Au niveau national, il y a 450 structures, donc, dont toutes celles que j'ai évoquées, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Peut-être pour les personnes qui... Voilà, j'ai fait un petit résumé parce que les noms ont un petit peu changé, donc il y a peut-être des noms qui vous parleront, notamment le premier, là, l'espace Info Énergie, qui a été mis en place, ça fait maintenant presque 20 ans que ce réseau-là existe, mis en place à l'époque par l'ADEME, qui a été structuré un petit peu différemment, avec un maillage territorial, avec dans l'idée en fait, d'avoir des gens plutôt techniques, hein, plutôt qui connaissent le sujet, en tout cas des généralistes un petit peu autour de l'énergie, et qui peuvent être un petit peu à portée de main des particuliers, du grand public sur ces sujets-là. Alors les installateurs, bien sûr, sont les premiers relais. Hein. Souvent, on va avoir un installateur en direct, mais c'est vrai que là maintenant, c'est ce qu'on va évoquer sans doute après, mais les gens, le grand public en tout cas, vous le savez sans doute parce que quand vous discutez le week-end ou quoi dans vos réunions de famille ou que sais-je, les gens sont perdus dans le domaine de l'énergie. Vous tapez sur Internet économie d'énergie, vous avez 500 000 sites qui sortent, on ne sait plus par où commencer. Là, on parle de solaire thermique, les gens vendent du solaire thermique, on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire en premier. Finalement, voilà, vous voyez, je pousse un petit peu le trait, mais c'est exactement là-dessus, les gens sont perdus. Donc nous, on a vraiment ce rôle de décanter un peu les projets et de les aider un petit peu à y voir plus clair. Donc vous êtes les nouveaux points Info Énergie, c'est ça? Exactement, voilà. Point Info Énergie, c'est encore l'ancienne appellation. Oui, après, oui, Espace Info Énergie, c'est dingue le truc. Ouais. Je vous passe le déroulé, mais effectivement, c'est exactement ça. C'est France Rénov. Voilà, retenez si vous avez un truc à retenir. France Rénov. En bas à droite, le petit logo, là, c'est France Rénov. France Relance, vous voyez, il y a plein de France trucs. Là, nous, on est France Rénov. Voilà, donc c'est le service d'info conseil à la rénovation énergétique, aide financière et technique sur ces sujets-là. Donc l'émission, donc si je focus un petit peu nous ce qu'on fait sur le territoire, mais c'est ce que font tout l'ensemble de mes collègues entre guillemets dans ces structures-là. On a deux volets, il y a un volet un petit peu animation et un volet plus info conseil.
Le volet animation, en fait, on va essayer sur le territoire faire vivre un peu ces sujets-là. Donc ça fait une soirée d'information, on appelle ça des cafés climat, nous ici. On prend un sujet, on le décortique voilà, pour le grand public. On fait visiter des sites, des retours d'expérience, des fois des sites en chantier. Voilà. On a fait visiter bien sûr des installations solaires thermiques. Hein. Je pense à Pierre qui nous avait, dans les premières années de la LEC, on avait fait pas mal de visites autour des installations solaires. Et puis il y a toute la partie info-conseil personnalisé, où là on va répondre au téléphone, répondre aux mails, et puis éventuellement proposer aux gens de venir en rendez-vous avec leur devis, des photos, enfin tous les éléments, leurs factures, et on prend 1 heure et demie avec eux pour analyser un peu les choses et leur donner des conseils personnalisés. Alors tout de suite, je précise quelque chose, on n'est pas prescripteur. Hein. On ne va pas dire il faut prendre telle marque, tel installateur ou tel truc. Nous, on va montrer un peu l'éventail des possibles en fonction du budget, des motivations, des aspects techniques de ce qu'on a pu voir, nous, des éléments que les gens ils ont, qui nous ont présentés. Et on va être là pour les orienter au mieux. Et puis que derrière, quand ils vont voir un professionnel, ils soient un peu, non pas aguerris sur le sujet, ce serait un peu ambitieux, mais voilà, ils ont un peu des mots-clés, ils savent où ils vont, ils savent un peu ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent plus par rapport à le repas. Je reprends mon exemple du repas de famille du dimanche, là, où chaque participant du repas a sa bonne solution parce que lui, il a testé et lui, ça lui paraît bien, ou il a un copain qui installe ou que sais-je. Voilà, donc on est là pour essayer de décanter un peu tout ça. Vous sentez un frémissement de l'activité depuis la crise énergétique qui devient de plus en plus alors nous, clairement, prégnante alors je parle de nous. Alors à l'échelle nationale, l'an dernier, en 2021, sur l'ensemble du réseau France Rénov, il y a un peu plus de 300 000 personnes qui ont été renseignées. Donc c'est quand même c'est assez volumineux. Nous, à l'échelle Montpellier, on était un peu autour de 3 000 là. Et pour vous dire, depuis en 4-5 ans, là, on a doublé notre activité. Voilà. Donc il y a vraiment un engouement. Je pense qu'il y a un peu une sorte de baseline autour des problématiques climatiques. Les gens maintenant ont bien compris tout ça. Ils se disent OK, maintenant j'agis, quoi. C'est un peu, j'essaie de passer à l'acte. Donc fatalement, ils arrivent à se renseigner forcément sur ces sujets-là. Il ne faut pas se le mentir aussi, il y a c'est fait pour tous les dispositifs d'aide financière. Hein. Ça a été évoqué ce matin aussi, MPR, C2E. Alors, avec des fortunes diverses sur ces sujets-là, on peut y revenir. Mais voilà, donc ça motive aussi les gens à venir se poser des questions. Un petit rappel, sur une spécificité un peu copropriété qu'on a développée nous sur Montpellier, parce que notre territoire est très urbain. Sur Montpellier même, c'est 80% de l'habitat, c'est de la copro. À l'échelle métropole, ce sont un peu plus de 60%. Donc on avait, il y a quelques années, on avait travaillé sur un guide des installations solaires thermiques en copropriété, donc en partenariat avec, à l'initiative de l'ADEME ex-Languedoc-Roussillon, à l'époque à Montpellier. Et puis avec Céline Vachet à l'époque, avec le constat qui a été là maintes fois partagé malheureusement, que les installations sont collectives privées dysfonctionnent, mauvais retour d'expérience, et donc on avait travaillé avec Enerplan, Sokol, voilà, donc Pierre Chalumeau notamment, Monsieur Munier là, qui était là ce matin, j'ai vu sur YouTube les intervenants, et voilà, donc en fait c'est un petit peu ce qu'a présenté finalement Pierre, hein, ce guide-là, il a été intégré à la DocuTech Sokol. En gros, c'est une entrée qui dit vous êtes copropriétaire, vous pouvez commencer par là. Il est plutôt vulgarisateur ce guide. C'est pas un guide ultra technique, mais il se veut un petit condensé, un petit peu en gros. Vous avez une installation solaire, elle marche ou elle marche pas, limite vous en savez même presque rien. En gros, voilà, comment prendre un petit peu les choses en main, donc avoir quelques rappels de fonctionnement et voir qu'est-ce qu'on peut faire effectivement en termes de maintenance notamment, de suivi d'installation, pardon, et ensuite de maintenance, avec effectivement pour tendre vers une maintenance qui soit plutôt non pas préventive, mais curative, quoi. Voilà. Donc c'est ce que j'ai évoqué un petit peu là. Donc il est disponible en ligne sur le site de la LEC bien sûr et donc sur le site de Sokol également. Ce que j'ai voulu faire aussi, là, c'était par rapport à mes collègues. Alors, je n'ai pas sondé le réseau national, hein, France Rénov, mais sur mes collègues du réseau, donc la déclinaison locale de France Rénov en Rénov Occitanie, c'est un petit peu quelle était leur perception, parce que moi tout seul, je l'ai pas. Voilà, c'était mon sentiment personnel. Mais du coup, il y a une quarantaine de collègues, là, hommes et femmes, qui ont répondu à un petit sondage que j'avais fait là il y a quelques jours. Et du coup, voilà, je leur demandais est-ce que votre espace conseil, est-ce qu'il est régulièrement sollicité pour des conseils sur le solaire thermique? Alors, la majorité, c'est un peu, voilà. Donc, ça répond un peu à votre question par rapport à l'engouement potentiel. Oui, il y a de l'engouement sur l'énergie globalement, mais le solaire thermique ne ressort pas spécialement, on va dire, de cet engouement-là. Autre petite question aussi, c'est de votre expérience, est-ce que vous estimez que les demandes des particuliers, est-ce qu'elles sont en hausse, constantes ou en baisse? Il y a un tout petit bug sur le... Il n'y a pas de verre en fait, en théorie, pardon, ça a bugué. Voilà, donc bon, c'est plutôt constant, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça ne se dégrade pas, les demandes solaires sont un peu régulières, voilà, par rapport à l'expérience qu'ont les gens. Un quart, on va dire, constate que c'est plutôt en hausse. Donc
plutôt majoritairement constant, on va retenir ça. Ce qui montre le manque de communication, hein, ce qu'on disait aussi ce matin. Ça rejoint voilà, des choses qui étaient évoquées ce matin. Effectivement, il y a beaucoup d'ambition, mais derrière, il faut aussi, j'imagine, mettre des moyens et voilà, faire que ça se transforme. Aussi, ce petit sondage, le thermomètre un petit peu que j'ai mis sur mes collègues du réseau, là, c'est qu'est-ce qui bloque, alors, du point de vue des conseillers, hein, qu'est-ce qui bloque un peu pour vous le développement du solaire là. Donc, ce qui ressort, les 2 points importants, hein, c'est le prix des installations et la concurrence des CETI, hein, des chauffe-eau thermodynamiques, quoi. Alors, on le voit dans l'habitat individuel, hein, parce que nous, on est vraiment la cible, là, c'est le particulier, majoritairement de l'habitat individuel, un petit peu du collectif, mais du coup, effectivement, les chauffe-eau thermodynamiques, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais il a vraiment mangé une grosse part du marché. Et on constate malheureusement aussi, ça va aussi avec les mauvais retours d'expérience et le manque de compétences aussi parfois des chauffagistes, c'est qu'en fait, certains préfèrent clairement encourager au chauffe-eau thermodynamique parce que c'est sans doute plus simple pour eux, plus facile à vendre. Il y a peut-être des marges qui sont meilleures, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y en a certains. Ça a été évoqué ce matin aussi. Hein, la plupart des RGE ou qualité NR font pas 50 installations par an. Ils en font une de temps en temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hyper rodés. On se met à leur place. Il y a des réseaux de commandes, des fournisseurs et autres. Donc, à confirmer. Mais voilà, il y a les gros faiseurs. Quand ils sont identifiés, je pense notamment Pierre et ses collègues, voilà, c'est intéressant pour nous. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nous connaître tout le réseau local. Voilà, si les gens ne sortent pas de la forêt et viennent aussi se présenter, nous montrer ce qu'ils font. Autre petit sondage, je continue mon petit sondage, c'est bientôt fini. C'est qu'est-ce qui pourrait vous encourager, vous, en tant que conseiller, voilà, à aborder plus le solaire thermique collectif au niveau des particuliers qui nous sollicitent. Alors, il y a déjà en premier lieu, les deux premiers points, c'est un appui des pouvoirs publics. Alors, la question n'est pas développée, enfin, la réponse n'est pas développée, mais c'était vraiment l'ANA, l'ADEME. On a connu des campagnes vraiment solaire thermique fortes, en région notamment, il y a quelques années. Enfin, on sentait qu'il y avait vraiment une volonté derrière. Alors là, peut-être qu'on est passé à côté, mais on n'a pas le sentiment que ce soit la même dynamique qui soit enclenchée, en tout cas pour l'instant. Je pense à des kits de communication, des choses comme ça, voilà, pour stimuler un peu cette demande-là, faire que mes collègues, ils y pensent, bien entendu, mais voilà, qu'ils aient un peu ça sont plus vives dans l'esprit. Aussi, un réseau de professionnels locaux, on va dire identifiés, et des faiseurs locaux qui font du solaire de façon courante, quoi. Que ce soit pas un truc qui vient de l'espace quand le particulier demande une installation solaire thermique. Et puis aussi, il faut dire aussi ce qui est, le côté aussi des conseillers eux-mêmes, c'est avoir une meilleure connaissance de ces installations-là. Alors, il y a aussi, là, c'est un réseau qui a beaucoup grossi ces dernières années, donc il y a des nouveaux arrivants qui n'ont pas forcément trop d'expérience et trop de formation. Ils ont tous des formations, on va dire, basiques, une technique sur l'énergie, mais pas spécialement solaire. Donc, l'ADEME, notamment au niveau national, propose à ce réseau-là, il y a 2 jours de formation qui s'appellent Maîtriser les bases du solaire thermique. Donc, effectivement, voilà. Alors, j'ai sollicité l'ADEME pour avoir des infos sur Adrien, c'est pas de sa faute. Vous pouvez y aller. pour avoir des infos justement sur l'appréciation de cette formation. Est-ce qu'elle est très non, mais par rapport à d'autres formations, isolation ou que sais-je, ou sur des pompes à chaleur ou d'autres choses. Est-ce que cette formation solaire thermique, elle est plus mobilisée que d'autres? Est-ce que les retours sont positifs? Voilà, malheureusement, j'ai pas eu de retour. On fera passer le message. Voilà. Il est passé. Voilà. Bon, quelques éléments de débat. Donc, au niveau des chauffe-eau solaires individuels, alors ça, c'est aussi un vecteur fort. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, sur le terrain, à l'échelle des particuliers, mais on s'oriente beaucoup vers la rénovation énergétique. C'est un peu la réno, massifier la rénovation. Et c'est vrai que finalement, je l'ai mis là un peu en provocation, hein, mais le solaire, ça devient un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Quand on a maîtrisé un peu tous les postes, ventilation, chauffage, sur l'habitat, on va dire ancien, années 60-80, c'est quand même le chauffage qui est quand même le gros problème, entre guillemets, à travailler sur la rénovation énergétique. Et quelque part, quand on a fait tout ça, ça aborde le 4e point que j'ai mis là, le prix de l'installation derrière, il a du mal à passer pour aller chercher et grappiller encore sur le chaud sanitaire. La concurrence des chauffe-eau thermodynamiques, on l'a évoqué. Paradoxalement, la concurrence d'une autre forme de solaire, le photovoltaïque. Et ça, le démarchage commercial a fait énormément de mal. Les gens, ils entendent solaire au téléphone, ils se font appeler. Théoriquement, ils ne se font plus appeler parce que maintenant, c'est interdit. Mais ils ne donnent pas suite, quoi. Clairement, ils sont devenus hermétiques à tout ça. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques autour de photovoltaïque. Et puis... Et ce qui était étonnant, il y a 10 ans, il y a quelques années, il n'y avait pas de confusion, on va dire, entre le thermique et le photovoltaïque. Alors là, maintenant, on arrive avec des gens qui sont paumés, qui ne savent même plus finalement. Il y a quelques années, ils arrivaient en disant on va mettre du photovoltaïque pour faire de l'eau chaude. Hop, arrêtez, laissez tomber. Là, vous avez une solution toute trouvée, c'est le chauffe-eau solaire. Et maintenant, ils arrivent avec ça et on voit de l'autoconsommation, de la décharge dans des ballons de stockage ECS, des cumulus, quoi, tout simple. Effectivement, il y a des choses qui arrivent comme ça. Donc, on est un peu bousculé aussi dans nos habitudes par rapport à l'arrivée en masse là, du PV dans ce sens-là.
Bon, voilà, j'insiste un peu là-dessus, hein, le coût important des installations. Alors, ce prix-là, je l'ai trouvé dans l'enquête ADEME 2019 là, sur les coûts moyens autour des travaux de rénovation énergétique. Alors, Quelle paresse, ouais. alors je suis prêt. Alors, c'est bien qu'on le dise ensemble. Alors, le micro. Gaël Parens, si vous parlez au micro, sinon vous n'entendez pas sur YouTube. Oui, alors je traduis pour les gens qui n'entendent pas. Je vais interpeller effectivement, mais sur le prix-là, je suis tout à fait d'accord. À reprendre ensemble, si vous voulez. Moi, c'est l'info que j'ai eue. Entre 5500 TTC ou 7000 ou 6000. Alors ça, c'est pas un seul, hein, c'est un coût moyen dans une enquête qui a été faite sur les travaux de rénovation menés par l'ADEME. Donc, on vous entend pas. Attendez une seconde, messieurs, vous discutez entre vous, ça sert à rien. On parle aussi à des gens. Voilà. Allez-y. Oui, je disais, il faudrait savoir si l'enquête porte sur du chauffe-eau solaire et du saisie, parce que 7 000 €, c'est plutôt des ballons de 700 litres, 800 litres, avec 9-10 mètres carrés. Donc moi, je veux bien, mais ils ont une équipe de rugby ou de foot dans le coin là. Moi, je sais pas quoi. En général, on va être sérieux. C'est entre 5 000 et 6 500 € TTC, quoi. Alors, je voudrais juste intervenir. C'est vrai, c'est une enquête ADEME, mais peut-être au niveau national. Alors, c'est vrai que les toitures en Bretagne sont peut-être différentes d'ici. Enfin, ici, si tu vas me couper, mais enfin, on est autour de 4 500, 5 000 € maximum. Et en Parce plus, que vous avez des saisies optimisées. Bon, on ne rentre pas dans le détail, sinon là, on n'a pas fini. On s'en sort pas, ouais. Mais tout de même, là, c'est peut-être un prix moyen. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines toitures qui sont plus compliquées à certains endroits. La moyenne nationale que j'avais, c'était des prix installation. que j'ai donnés là, quoi. La moyenne Et au nationale. niveau intégration. Non, mais là, c'est peut-être moyen. Peut-être qu'il y a de l'intégration. Alors, ça change tout. C'est pas bon, les prix moyens. alors, Bon, vous avez soulevé le débat, Nicolas Catin, ça va bien. J'ai bien fait de mettre ce chiffre-là, voilà, pour faire réagir. Dès qu'on met un chiffre, souvent, Voilà, le débat est effectivement, ouvert. mais attention parce que là, je pense que tous les deux, vous êtes, voilà, vous faites des installations, vous connaissez votre sujet, vous avez des prix sans doute, voilà, enfin, les 4 500 €, on les voit pas souvent en devis quand les gens viennent se renseigner, hein, objectivement. Hein. Donc c'est peut-être les installateurs qui font une installation tous les 2 ans. Eux, effectivement, ils s'embêtent peut-être pas, voilà. Et puis maintenant, le demandeur de chauffe-eau solaire, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient vous chercher pour ça. Donc quelque part aussi, il n'y a peut-être pas une concurrence folle. On referme le débat et puis on vérifiera les chiffres là, effectivement. En copropriété, alors ça a été dit juste avant aussi, 2 fois, effectivement, c'est un petit peu, c'est même hallucinant. Vous avez une installation solaire. Je parle vraiment parce qu'on se met à la place des copropriétaires hein, qui ont parfois acheté des logements par rapport à ça, des bailleurs, pas des bailleurs, pardon, des promoteurs qui ont vendu des bâtiments BBC ou autres avec des installations solaires. Les gens se disent ah super, je viens, voilà, je viens aussi pour ça. Enfin, c'est une vraie fierté pour les gens. Et puis finalement, en assemblée générale, il se passe 1 an, il se passe 2 ans. Jamais on a un bilan technico-économique de l'installation. Et voilà. Et donc ça, c'est dramatique. Voilà, ça a été dit, il faut encourager le suivi et autres. Et quand on veut discuter avec les syndics, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire, les syndics, il y a une très mauvaise presse, hein, vous le savez, des installations solaires thermiques, un bouche-à-oreille qui est très négatif. Donc attention à ça. Et ce qui est très gênant, c'est que ça masque complètement. On évoquait ce matin une installation à la Grande Motte là, qui a été présentée. Là, vous êtes en conseil syndic, en assemblée générale, à la fin de l'année, vous dressez le bilan de votre installation. Alors, tout le monde repart et est content d'avoir une installation solaire, de payer de la maintenance pour ça. Enfin, j'imagine, voilà. Et là, il n'y a pas de fierté du coup des copropriétaires sur les installations qui tournent bien. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un point négatif. Je l'ai remis là, et le guide qu'on avait produit. Et puis voilà, juste pour terminer là-dessus, pour positiver, donc j'évoquais le réseau des conseillers là, de France Rénov'. Donc c'est des gens, conseillers et conseillères, hein, qui sont motivés, qui sont passionnés sur ces sujets-là, partout en France, donc de proximité. Donc voilà, un appel à vous, hein, les pros du solaire thermique, faites-vous connaître, quoi. Venez montrer des retours d'expérience, présentez votre métier. Les fabricants, venez éventuellement passer 1 heure ou 2 avec des technico-commerciaux pour nous informer de ces sujets-là. Et voilà, comme le font certaines autres boîtes sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est avec quand on a le temps, bien sûr, on vous reçoit avec plaisir. Et puis voilà, et bon, ça a été aussi évoqué, hein, donner de la visibilité. Et je crois que là, c'est un gros manque. Un camping, typiquement, les gens qui viennent ici dans le sud, les gens du nord de l'Europe, ils arrivent dans les campings du sud de la France, ils hallucinent. Eux, ils ont du solaire thermique. Il n'y en a pas du tout, quasiment pas ici. Et c'est vrai que tout le monde se pose un peu la question. Alors que là, en camping, on voit, c'est très proche en plus, la douche, le panneau, donc c'est très visible par rapport à un toit sur un immeuble. Là, on le voit beaucoup plus, quoi, voilà. Donc la communication autour de ça. Donc nous, on est prêts à relayer tous ces messages-là. Donc on vous attend. Voilà, merci beaucoup, Nicolas Catin. Merci beaucoup pour cette présentation. Fabrice Bordet, vous êtes prêt à accueillir des conseillers pour faire connaître les produits? Oui, tout à fait. Très bien. On continue avec Gaël Parens. On conclut d'ailleurs. Vous allez nous faire un point sur les formations, peut-être. Tiens, on a parlé de formation, mais finalement pas dans le détail.
Si on faisait un petit point là-dessus, Mais bonne nouvelle. les formations Calisol, notamment. On les voit là, les formations Alors on en est où? Parce qu'on Mais- disait ce matin qu'il y avait plus de plombiers Calisol que d'électriciens Cali-PV. Vous nous Alors, confirmez? On a un mystère Ah, depuis des années. On a des formations Cali-PV, ouais. mais on n'a pas d'installateur en face. Ouais, c'est un mystère. Hein. On n'a jamais compris. Par contre, ce qu'on a senti depuis 8-9 mois, c'est qu'au niveau de l'eau chaude solaire et du chauffage, on a de plus en plus de formations. Toutes les formations sont pleines. Mais il faut dire que les centres de formation ont organisé une session. Maintenant, ils organisent 2-3 sessions. Ils sont en train d'augmenter leurs sessions. Vous voyez les augmentations, elles sont quand même surprenantes. Mais en Cali-PV, ne me demandez pas où ils passent. Ça fait 5 ans qu'on se pose la question. On n'a pas compris. Donc, vous voyez les entreprises qualifiées depuis le début de l'année. On a quand même une petite augmentation. Alors, ces chiffres-là, vous savez les lire, mais je vais vous faire un peu d'histoire. Qualité Air, comme a dit la responsable de l'ADEME Occitanie, a été créée au départ par l'ADEME. Nous, on a pris le relais en 2006. Et en 2006, je ne me rappelle plus les chiffres de 2006, mais les chiffres de 2008-2009, on avait à peu près 12 000 et on est monté en 2010 16 000 Calisol. Vous imaginez? Et si on a regardé, moi j'ai regardé un petit peu, on enlève 20% qui sont à la retraite, je pense, sur ces 16 000 de 2006. Il y a du monde qui, depuis 2008, ont un référent chez eux. Donc, du jour au lendemain, ils peuvent avoir leur Calisol. On a un potentiel assez important. On est à 1600, on en avait 10 fois plus. Ah bah oui, Quoi, c'est ça. F10, Ouais. d'accord? Ouais. Donc, c'est pas si mal quand même. On a de l'amélioration, on va pouvoir y aller. Hein? Je crois que si l'énergie baisse, ben, tant pis. Ben, alors là, je crois que l'énergie ne va pas baisser. Hein. Ah, je vois compte. Il n'y a que les politiques qui le croient. Hein. Mais voilà, donc on regarde combien on a d'entreprises qualifiées. C'est pas trop mal. Ah, mais c'est un début. Pendant des années, oui, mais c'est une nouvelle qualification. Pendant des années, on n'avait rien. C'était électroencéphalogramme plat. Bon, maintenant, on a fait une qualification collective qui commence à monter. Il y a 2 ans, on en avait un. Hein. Bon, voilà, ça monte, il faut du temps, mais le marché aussi est en train de monter. 11, ouais. Voilà. Alors, je suis d'accord, hein, c'est pas 1600 saisies qu'il faut, ni 384 Calisol. Hein, je mettrais bien des zéros devant à la fin hein, pour monter minimum. Et encore, on n'y arriverait pas. Mais bon, c'est un début. On fait ce qu'on a, on ne descend pas, on remonte. Il faut regarder le bon côté. Il y a un marché qui est en train de s'ouvrir, mais... Il va falloir remonter beaucoup plus vite, surtout. Oh, mais moi, je crois de toute façon que les clients ne sont pas bêtes. Si on réfléchit bien, l'électricité est à 18 centimes, grosso modo 17 centimes. À Véléos, on va passer à peu près entre 35 et 40 centimes. Le prix moyen pour une famille de 4 personnes pour un cumulus électrique, à l'heure actuelle, est de 400 €. Bah, il va passer à 800 €, 900 €. C'est plus tout à fait le même prix. Ils vont se poser des questions. Voilà, tout pareil. Il faut attendre. Vous avez vu beaucoup de Français anticiper, vous? On anticipe quand on a la pique derrière le dos. Hein. C'est tout. Donc, c'est en train de venir. Alors, là... Donc là, vous êtes venu avec des images ce matin et cet après-midi aussi, du coup. Voilà. On alors va là, passer la vidéo et vous allez la commenter, je crois, parce Ouais. qu'il n'y a pas de son sur Alors, cette vidéo. je vais vous Bon. demander une petite réflexion de vous réveiller. Avant de la Savoir lancer. combien vous payez d'énergie tous les mois en électricité et en gaz. Vous allez voir des maisons où il y a les surfaces. Bon, c'est à Pau, hein, d'accord. Il fait peut-être aussi chaud qu'ici, mais bon, à peu près, on est pas. Nous, on est à -6 en température. Ici, il doit être à quoi? -4, -3 -5, non. Oui, la référence température, -5. Nous, on est à -6, donc on est pareil. Donc, vous voyez les maisons, les surfaces. Et je parle par mois. Et quand je dis tout usage, c'est tout usage. Je ne chauffe pas le four, l'électroménager, c'est la facture. Donc pour certains, je sais que ça va faire mal. Donc on y va. On lance le reportage. Ah, Metz, Non, tu veux on lance la vidéo. C'est parti? La Comment tu régie. lances? Ah ouais. Ok, c'est parti. Alors là, une petite maison avec piscine et tout.
Ouais. Hein, on a rajouté sur cette maison 10 mètres carrés de plus, 3 kilos, 10 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui fait qu'il tombe à des consommations. Vous voyez, j'appelle maintenant le solaire, je l'appelle chaudière. Hein. D'accord? Voilà, 85 €, tout usage. Et en plus, il a mis une Twingo maintenant. Il roule en Twingo. Électrique, évidemment. Hein. C'est dur hein, à payer. Alors là, on est sur un appartement, maison qui a été découpée. On a 220 mètres carrés. On a à peu près entre 4 et 6 personnes qui vivent. Eau chaude, chauffage. On a gardé un vieux appoint gaz, la chaudière solaire. Et il paye 50 € d'électricité et 60. Mais ça, c'est vieux, ça a déjà 6 ans. On peut faire beaucoup mieux encore. Et là, c'est une maison qui a 6 ans, qui était une RT 2005, améliorée. Il a dû faire une collecte de fonds pour payer sa facture de gaz, le pauvre. Donc il a une chaudière de Solissart et un appoint gaz. Et il paye 29 €, enfin 290 € par an, en gaz et 40 € d'électricité. Tout ça, c'est par an. Par mois, c'est par mois, et je vous le traduis par mois. Celle-là, c'est la meilleure, je trouve. On est à 170 mètres carrés avec chauffage de piscine. On est à point électrique pour tout. Donc on a une chaudière, la boucle sanitaire d'appoint. On est sur de la vente directe en PV et il est à 75 € d'électricité tout usage. 170 mètres carrés avec piscine et chauffage de piscine. Je répète, ça fait 800 € par an. Alors là, on est dans un cas particulier, on est à 25 degrés à peu près. Ces gens viennent d'Afrique, ils ont un peu froid. Voilà, et les consommations sont un peu plus élevées, mais on les a divisées par 3. On a une chaudière d'appoint, on a une maison quand même très grande de 225 mètres carrés, on a 8 personnes. Voilà, mais bon, il est qu'à 110 €, quoi. Évidemment, et le chauffage de la piscine, la consommation électrique de la piscine. Et celle-là, vous la connaissez, vous l'avez vue ce matin. Voilà, et là, c'est pareil. Les économies sont là. Toujours pareil. Chaudière solaire, là, on a point. Là, on optimise avec la batterie virtuelle, on optimise la pointe électrique pour que les granulés fonctionnent après. Voilà, 110 €. 110 €, pour moi, c'est quand même très bas pour une maison de 300 mètres carrés. Et ils sont à 24 en plus. C'est ça le pire, ce que je disais. Parce que moi, je reçois, toutes les maisons sont instrumentées. Alors je regarde, la première, quand je les lâche sur la pointe, je leur bride un peu les températures. Je leur trafique parce qu'ils ont une tendance à vouloir remonter. Et après, je les fais modérer. Mais c'est marrant, ils étaient à 17-18 degrés et à 24 degrés, ils ont froid, quoi. Hein, parce qu'ils voient, cette maison, c'était rigolo. Hein. Elle me disait, mais monsieur Parras, elle ne marche pas, cette chaudière. J'ai rempli la cuve avec granulés, ça fait 15 jours, et il y en a toujours autant. J'ai dit, mais attendez, je vous avais acheté une installation solaire d'abord. Après, du bois. Mais ils ne comprennent même pas des fois quand on a vendu. C'est assez particulier. Bon, ils y arrivent. Mais voilà sur quoi on peut faire maintenant. Soyez honnêtes. Il y a des gens qui payent moins de 80 € tout usage pour 300 mètres carrés, chauffé à 22 en moyenne. C'est marrant, il n'y a personne qui lève la main, dis donc. Mais il va y avoir. Non, j'ai posé une question s'ils payent moins de 80 € par mois pour des maisons de 200 mètres carrés ou 250 mètres carrés. Tout usage. Non? Mais même 200 mètres carrés, hein, si vous voulez. Ouais, je joue. Vous n'avez pas? Vous avez combien? 500 mètres carrés? Donc voilà, les résultats en solaire thermique, quand on sait les poser, sont là, avec du bon matériel. Et on a du suivi derrière, parce que derrière, il y a du suivi, on a des usages. Tout à l'heure, on m'a posé une question sur les économies. Moi, j'ai répondu sur les économies que l'on faisait après 2 ans d'exploitation, où on arrivait encore à gratter entre 50 et 100 €. Mais en fait, sur toutes ces maisons-là, on a fait 80% d'économies en termes financiers. Minimum. La preuve par l'exemple. Voilà. Merci beaucoup, Gaël Parras. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a une question? Frédéric. Décidément.
Tout le monde vous connaît maintenant. Le loup blanc. Moi, j'aurais une question concernant le site France Rénov. Quand on tape France Rénov sur Internet, sur Google, on tombe d'abord sur les sites de pub, puis ensuite sur le site France Rénov. Pardon, j'ai mal compris. On tombe sur des sites de pub. D'accord. Pardon. Et après sur le vrai site, du coup. Et après sur le vrai site. Et quand on arrive sur le vrai site, bon, on déroule, trouvez votre installateur, vous voulez faire des économies, on arrive sur l'onglet, vous voulez faire des économies d'énergie. Il y a des petits logos. On tape sur le logo chaudière et la première chose qui apparaît, c'est une chaudière à gaz. Et là, on cherche ailleurs, il n'y a pas autre chose. Il faut aller bidouiller un petit peu dans tous les menus et sous-menus pour aller trouver les autres moyennes d'énergie type ENR. Merci de ce retour. Voilà, c'est... Non, mais c'est l'ANA qui gère le site France Rénov en amont. C'est l'ANA qui pilote maintenant tout ce réseau-là. Donc on prend bonne note pour leur faire... Voilà, si jamais il y a un retour à faire, où je suis passé un peu pour un imbécile devant un collègue hiérarchiquement au-dessus, en lui disant, tu vas voir, je te montre un truc, c'est génial, c'est super... Ah ben non. Il s'est bien foutu de vous. Ouais, voilà. Okay, je rappelle peut-être le site, j'aurais peut-être dû le mettre là dans la présentation, c'est france-rénov.gouv.fr. Voilà. Ouais, mais sur Google, si vous tapez France Rénov, les premiers qui arrivent, c'est vraiment des sites de pub. Oui, d'où le rappel, voilà, france-rénov.gouv.fr, alors on est sûr de ne pas se tromper. Ouais. Comme l'ADEME aussi. D'accord. Il faut bien communiquer, donc les URL. Il faut payer pour remonter. Oui, bien sûr, allez-y, Gaël Parens, une question. Mais à qui vous posez la question? Est-ce que vous pouvez donner le micro à la première dame ou au deuxième pour qu'il nous dise sa facture, s'il vous plaît, énergétique de la maison à la surface? Non, parce que j'ai plus de réponse là. Hein, moi, j'aimerais bien avoir des réponses. Il y en a qui payent combien, monsieur? Vous payez 300 € par mois. Voilà. 130 mètres carrés. Ah, il y a des gros travaux, hein. Gaël, vous pouvez laisser votre carte peut-être là. Non, mais parce que je vais pas me faire de la publicité, mais moi je travaille plus qu'à 6 km du bureau. Hein. J'ai une rue qui fait 6 km principale. Je peux pas répondre à tout le monde. Mais les conseils, on les a. Mais par contre, aller avoir des installateurs, on les a. Et RIM, vous vivez où? Parce que ça a son importance aussi. Vous êtes à Paris. Je suis full élec, j'ai fait des travaux, j'ai bien isolé et tout, ouais. Mais c'est hyper cher. Mais... Donc Gaël, on se parle après. Ouais, mais je vais vous dire, Paris, les meilleurs clients... Je peux même pas m'acheter des chaussures, voilà, je suis mais pauvre. Gaël, c'est bon, t'as fait le commercial. Non, mais mes meilleurs clients, je vais vous dire, on rigole. Moi, je rigole du BBC. Je rigole. J'ai des clients, ah ouais, je suis en BBC, ouais, très bien. Puis 2 ans après, je les vois, et alors? Ah non, mais il faut que tu viennes, là. 93 mètres carrés, la maison de base, ou ceux qui ont un peu plus les moyens, 170 mètres carrés. Donc, ils sont... à peu près, s'ils ont une piscine, ils sont à 8000 kWh. Alors, s'ils ont une voiture, ils sont à 10 000 kWh, donc 1500, 1800 €. Et pour une maison simple, 150 mètres carrés, où il n'y a pas de climatisation, rien, où ils ferment l'été parce qu'il y a trop de chaleur et tout, où ils veulent mettre une clim, ils résistent, ils sont quand même à 1500 € par an. Donc, c'est bien l'isolation. Mais dans le sud, l'isolation, je ne sais pas si ce n'est pas un danger de trop isoler à un moment donné. On se termine là-dessus. Une petite pause, 10 minutes, et on repart 15h30 sur les retours d'expérience concrets sur les nouvelles technologies du fond chaleur. Voilà, à tout de suite. Il y a le café qui est derrière, et dans 10 minutes, on y va, comme ça on partira plus tôt tous. On peut aller à la plage, prendre le frais. À tout de suite.